Bonjour à tous, donc Cyril Alcover, je suis système ingénieur chez Varonis. Effectivement, le sujet qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est en rapport un petit peu avec comment se prémunir de la fuite de données. Donc ça va pas être une démonstration technique sur vraiment comment une attaque ransomware se produit dans votre entreprise, mais c'est plutôt finalement sur comment s'en prémunir. Et notamment, il y a ce qu'on appelle la DLP. Je ne sais pas si tout le monde est familier dans la salle avec voilà, ce que veut dire le DLP, Data Loss Prevention. C'est comment est-ce que je vais pouvoir anticiper finalement au maximum, se prémunir de la fuite de données. Donc, ce qu'on vous propose ce matin, c'est vraiment une présentation des bonnes pratiques. On a tout de suite, je vais quand même répondre aussi à une question. Varonis, on n'est pas une solution de DLP en tant que telle. Par contre, on est complètement complémentaire par rapport aux solutions de DLP. Donc, on a, j'ai envie de dire, la prétention de penser qu'on peut apporter notre brique finalement dans la construction de votre programme DLP. Et c'est tout l'objet d'aujourd'hui, de comprendre un petit peu de quoi il en retourne. Savoir un petit peu les grandes étapes, les grandes phases de la mise en place de la DLP, finalement un petit peu les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, les étapes qu'il ne faut pas rater, et vraiment voilà, pour, on va dire, sécuriser vos données, parce que ce dont il est question, et c'est un peu notre mission, nous côté Varonis, c'est la sécurité des données non structurées, donc c'est vraiment notre cœur de métier, comment est-ce qu'on protège nos clients par rapport au risque de fuite de données, notamment. Alors, je vous propose cet agenda. Donc, de quoi on parle, pourquoi, comment, par où commencer, les options de contrôle, dont on verra un petit peu comment elles s'articulent, les points à retenir, et puis une session de questions-réponses que je proposerai à la fin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez peut-être même vous-même déjà un projet DLP, voilà, à poser vos questions, à compléter peut-être ce qui pourrait être dit de manière volontairement un petit peu synthétique sur l'exercice d'aujourd'hui. Alors, pourquoi la DLP ? Alors, je ne sais pas s'il y a des RSSI, des responsables d'infrastructure dans la salle. C'est peut-être votre tête hier soir avant d'arriver au FIC, quand vous pensez un petit peu finalement à vos données. Et notamment, quelles sont les conséquences d'une fuite de données? Elles peuvent être multiples. Il y a juste quelques exemples qui sont indiqués ici. La réputation, la compétitivité, les sanctions légales, on reviendra sur ce point, les coûts, forcément. J'étais encore hier avec un client sur le stand qui m'expliquait qu'il a eu un ransomware, qu'il avait donc il avait perdu ses données. Heureusement, il avait un backup. Il a quand même eu 36 heures d'interruption de service qui lui ont coûté 500 000 €. D'accord. Donc, il y a quand même un coût forcément induit sur la fuite de données. La fuite de données, on verra comment ça se caractérise, mais le chiffrement que vous pouvez avoir avec un ransomware, c'est un peu caractérisé dans, on va dire, en tout cas dans la perte de productivité, dans la perte des informations, et notamment de l'intégrité, de la disponibilité. Heureusement, il avait une cyberassurance, mais voilà, effectivement, on voit qu'il y a quand même un coût. Et le mieux, c'est de prendre ces sujets en amont, d'où justement la réflexion de DLP qu'on peut avoir. Alors, quelles sont les motivations justement d'aller de l'avant et de réfléchir un petit peu à un projet de DLP? Alors, les motivations, elles sont doubles, à commencer effectivement par le cadre réglementaire. Alors, j'ai choisi ce cadre-là parce qu'il a l'avantage d'être assez visible d'un point de vue du board, du top management. Notamment depuis la mise en vigueur au 25 mai 2018 de la GDPR, qui remonte justement ces informations un petit peu sous forme de sanctions qui peuvent être assez salées pour l'entreprise, mais qui sont nécessaires pour justement remonter cette problématique. Donc à partir de là, qu'est-ce que dit l'article 33 de la GDPR, notamment, que vous connaissez, j'en suis sûr, c'est le fait de pouvoir, même de devoir remonter une fuite de données dans les 72 heures donc suite à ce qui s'est produit dans votre entreprise. Donc 72 heures, c'est relativement court, d'accord. Donc il faut, on va le voir, avoir quand même certains cadres mis en place pour pouvoir respecter ce délai. Et une fuite de données, une perte de données, selon l'article de la GDPR, c'est caractérisé par deux choses. C'est à la fois, on doit être responsable du traitement des données, donc vous le stockez, vous le manipulez, donc voilà, c'est vraiment vous qui en êtes responsable. Et la deuxième caractéristique, c'est que vous avez une perte de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité. D'accord. Donc ça peut être effectivement quelqu'un qui va faire fuiter des informations, ça peut être un ransomware qui va chiffrer vos informations, ça va être de l'information qui va être corrompue. Donc voilà, dans ces cas-là, vous êtes tenu de remonter à l'autorité compétente qui est la CNIL en France, c'est cette fuite de données, et vous êtes aussi tenu de donner en fait quel est le plan d'action associé à cette fuite de données. On y reviendra. Donc c'est vraiment le premier point. Et je serais intéressé de savoir pour la session de questions-réponses justement si vous partagez un petit peu ces motivations. La deuxième motivation, c'est la partie métier.
Donc effectivement, au-delà du cadre réglementaire, la bonne pratique voudrait qu'on s'intéresse aussi finalement à quelles sont mes données sensibles et quelles sont mes données critiques au sens business du terme. Normalement, vous avez une démarche ISO 27000 sur laquelle vous vous posez déjà la question de savoir finalement qui est ce qui est vraiment vital dans mon patrimoine informationnel pour, voilà, pour continuer mon activité. Donc, c'est des bonnes questions à se poser. C'est pas forcément simple. Une donnée sensible, ça veut tout et rien dire. Donc, il y a une vraie question ici à se poser pour déterminer le sensible du critique. On y reviendra aussi. Donc, finalement, l'objectif, c'est de réduire le risque pouvant mener à une perte de productivité ou de compétitivité. D'accord, si j'essaie d'être assez synthétique. Et la complexité dans la démarche, c'est pour le coup que on ne doit pas freiner la productivité. D'accord, vous avez, je pense comme beaucoup de monde, la transition dans le cloud, la partie M365, la partie collaborative. On veut à la fois, quand on a une casquette sécurité, ne pas être vu comme un petit peu l'oiseau de mauvais augure, la personne qui va freiner ces usages-là. Mais il faut donc avoir une vraie démarche pragmatique, justifiée, mesurée, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, qu'est-ce que le DLP? Peut-être une première question à laquelle on peut répondre. J'ai commencé par mettre dans le triptyque l'humain. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais en tout cas, l'humain, il est quand même au cœur des activités de l'entreprise. Et s'il n'a pas le bon niveau de sensibilité, on peut mettre tout ce qu'on veut en place, il y aura toujours un moyen finalement un workaround, un moyen détourné finalement d'exfiltrer ces informations. Donc il y a quand même un aspect humain très important et humain parce que on va voir au travers notamment la notion de label, la notion d'étiquette qu'on va poser sur les données. Il y a aussi sa participation active finalement dans la démarche de sécurisation des données de l'entreprise. Donc c'est quand même assez important. La partie processus, donc là ça va être toute la réflexion sur comment est-ce que j'agis, comment est-ce que je vais mettre en place les bonnes stratégies de remédiation, de restriction sur les données, comment je caractérise une donnée sensible, une donnée critique. Donc il y a aussi tout un aspect processus sur une fois que je vais mettre ce système en place, finalement, quels vont être les moyens coercitifs, quelles vont être les mesures que je mets en place. Et puis bien évidemment, on a de manière un peu forcée, j'ai envie de dire, les technologies, parce que vu l'échelle, vu le volume de données que vous avez à traiter, c'est pas humainement faisable. On verra que c'est des premiers quick wins qu'on peut faire si on s'appuie sur les utilisateurs, mais rapidement, en fait, vous allez atteindre un petit peu un plafond de verre sur lequel il va falloir scaler grâce aux technologies qui vont nous permettre de classifier les données en masse, qui vont nous permettre d'automatiser un certain nombre de choses, parce qu'on est complètement conscient que les équipes sécurité, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est aussi un peu l'objet de ce salon qui est très orienté sur, voilà, sur le recrutement, les compétences, etc. Où il y a une crise de compétences, il n'y a pas assez de personnes pour le faire, donc il faut automatiser au maximum également au travers de la technologie. Ici, dans la présentation, on a pris un exemple, d'accord, et dans cet exemple, on a choisi de montrer comment est-ce que Varonis pouvait être complémentaire par rapport à un outil de DLP Microsoft. Alors, c'est pas la panacée, c'est pas le seul outil. Par contre, c'est assez représentatif par rapport aux parts de marché qu'ils ont. Donc, c'est pour ça que, voilà, on s'est appuyé sur Microsoft dans l'espoir que ça parle globalement à tout le monde. Alors, par où commencer? Alors, par où commencer? Donc, je disais, le facteur humain est important. Il y a toute une notion de sensibilisation sur laquelle vous avez peut-être déjà vu cette petite icône sensitivity qui va déjà permettre, ça paraît bête, mais à demander aux utilisateurs qui sont peut-être les mieux placés dans une première approche de savoir quelles sont les données sensibles. Donc, la bonne pratique, c'est vraiment de dire sensible vraiment dans la réflexion vraiment top sensible. C'est vraiment le plus confidentiel dans l'entreprise. Et là, on s'appuie un peu sur l'utilisateur pour jouer le jeu et s'appuyer sur ce qu'on appelle des labels. Donc, c'est des étiquettes, pour le coup, qu'on va directement écrire dans la donnée. C'est une information qui va faire partie de la donnée et qui va être le fil rouge tout au long de l'exploitation, de la manipulation des données pour savoir après comment traiter, comment réagir par rapport à cette donnée. Donc, les bonnes pratiques, c'est de ne pas avoir trop de labels, d'accord, parce qu'il faut quand même que ça reste lisible pour un utilisateur. Donc ici, on voit est-ce que c'est public, est-ce que c'est interne, est-ce que c'est confidentiel, est-ce que c'est hautement confidentiel. Et donc, à partir de là, on va mettre un premier label. Donc, c'est des quick wins. Par contre, effectivement, je ne sais pas si c'est très lisible sur le slide. On a quand même un risque d'erreur humaine, évidemment, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de sensibilisation. C'est des données qui peuvent aussi évoluer dans le temps, d'accord. Donc, ce qui était vrai à un moment donné ne sera plus demain. Donc, effectivement, on a aussi une problématique de précision. Et on n'a pas forcément des outils de contrôle à ce stade qui nous permettent de mesurer finalement la fiabilité de ces tags, de ces étiquettes, de ces labels. Donc ça va être un petit peu les limites qui font
qu'on est quand même obligé d'aller plus loin. Donc justement, pour aller plus loin, on a des options de contrôle que je vous propose de balayer ici sous forme de quatre grandes étapes dans la démarche, à commencer par la découverte. Donc pour la partie découverte, le but c'est de classifier et de savoir aussi surtout hiérarchiser finalement la sensibilité de mes données de manière automatique et à grande échelle. Donc là on y arrive, c'est comment est-ce que, par exemple dans cet exemple ici, j'ai un document Excel avec des numéros de carte bancaire, des mots de passe en clair, des numéros de sécurité sociale. Donc c'est un petit peu comment finalement je trouve déjà ces informations et à partir de ces informations, quels vont être les critères pour savoir catégoriser et hiérarchiser la donnée. Est-ce que ça va être par rapport à la concentration de données que j'ai dans un fichier? Est-ce que ça va pas être par rapport à certaines données critiques, des cartes bancaires par exemple, etc., des mots de passe en clair? Donc voilà, ça, il y a une vraie réflexion qui pourra s'appuyer sur une classification efficace. Donc la classification, on l'a dit, elle permet d'aider à distinguer les données sensibles des données critiques de manière factuelle sur des éléments, on va dire, réels, qui permet de hiérarchiser les données, qui permet aussi, et c'est très important le troisième point, en fait, il faut bien ici faire attention, la classification dans une démarche DLP, c'est fondamental. L'erreur qu'on voit souvent par rapport à nos clients, c'est de foncer dans l'acquisition d'une solution de DLP qui finalement en fait va pas être exploitable, va pas fonctionner dans la vie réelle, puisque le DLP va intervenir sur la restriction, les politiques de restriction qu'on va appliquer aux données. Donc demande à ce que justement le label positionné au niveau des données soit fiable. Or, si vous n'avez pas la classification, vous n'avez pas cette fiabilité, donc on va bloquer un document qui ne doit pas l'être et on va laisser passer, à l'inverse, un document sensible. Donc vraiment, la classification, s'il faut commencer quelque part, c'est vraiment là une classification efficace et globale de vos données. Et donc ce que je disais effectivement, à ce stade de la classification, on ne bloque pas encore. Le DLP vient plus tard. Ensuite, on a la partie prévention. Alors la partie prévention, ça fait aussi partie des bonnes pratiques qu'on peut faire dans une optique de réduction un petit peu de la surface d'attaque des données sensibles dans votre entreprise. C'est tout bête, mais voilà, par rapport à vos données aujourd'hui, vous avez des permissions, vous avez des systèmes qui ont évolué, sur lesquels il n'y a pas forcément eu de revue des permissions, etc. Donc finalement, vous avez peut-être des données qui sont exposées. Hein, on a tous en tête des données type accès à tous, hein, des accès type everyone. Donc c'est des choses qu'on voit très régulièrement dans les environnements clients. Et donc ici, on peut agir concrètement pour réduire la surface d'attaque dans une démarche de moindre privilège. Et d'ailleurs aussi dans une démarche zéro trust, parce que finalement, quand vous avez des intrusions dans votre entreprise, ça peut être via du phishing, ça peut être via l'installation de certains logiciels, etc. Vous avez forcément quelque part quelqu'un qui va se faire avoir, qui va donner son mot de passe. Donc ça va être vraiment le patient zéro. Et une fois que vous êtes dans l'entreprise, bah, effectivement, si vous y laissez des données sensibles en accès ouvert, c'est évidemment les premières données qui vont être récupérées, exfiltrées, chiffrées. Donc ne facilitez pas le travail des attaquants, justement en procédant à ces bonnes pratiques. Donc concrètement, ça consiste en quoi ? Vous pouvez agir sur les politiques de conservation. Donc ici, en fait, on est vraiment sur comment est-ce que je distingue dans mes données les données qui sont éligibles pour être archivées. Donc ça va être de la donnée latente, de la donnée qu'on appelle de la donnée morte. Donc typiquement, ce sont des données qui vont pas avoir d'activité depuis un certain temps, etc. Et donc dans ces données, on peut aussi prioriser, puisque maintenant on connaît la classification. On peut dire s'il faut commencer par quelque part, on va commencer peut-être par archiver, donc mettre sur bande, mettre en tout cas en dehors du système actif les données sensibles qui finalement n'ont plus d'usage. Et on voit sur le graphique justement que ça permet déjà drastiquement de réduire cette surface d'exposition un peu inutile qu'on a aujourd'hui. La deuxième option de contrôle, c'est la partie Global Access Group. Donc on l'a dit, hein, c'est justement les groupes Everyone, comment je peux réduire ma surface d'exposition. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile finalement à mettre en œuvre que de le dire, hein, puisque en fait ces accès Everyone, par défaut, ils ont été mis, on ne sait pas vraiment qui y accède. On a toujours peur en fait de les retirer, de peur en fait d'être submergé par les appels des utilisateurs qui vont se plaindre de ne plus avoir d'accès. Donc finalement, en fait, voilà, c'est un petit peu voilà, un petit peu quelque chose qu'on se traîne historiquement et on n'a pas vraiment de solution. Donc là, il y a aussi des solutions qui existent, hein, qui vont se baser sur l'analyse de l'historique de l'activité réelle et qui permettent déjà de dire, sur une période de temps donnée, je vais réduire l'accès uniquement aux personnes qui ont vraiment un usage réel, avéré, avec un niveau de permission associé. Est-ce que c'est de la lecture, est-ce que c'est de l'écriture, etc. Et donc ça me permet déjà aussi de drastiquement réduire la surface d'exposition de mes données sensibles. Encore une fois, ça ne protège pas de l'exfiltration. Si une personne elle avait les accès, qu'elle s'est fait compromettre son compte, elle va quand même être capable d'exfiltrer la donnée, etc. Donc c'est pas non plus la panacée.
Et puis le dernier paramètre, c'est quelque chose qu'on trouve dans Microsoft pour le coup, ça s'appelle le Data Lifecycle Management. Et c'est peut-être quelque chose qui, je pense culturellement, est un petit peu plus compliqué à faire pour les entreprises, mais des fois, il faut faire le ménage. Voilà. Des fois, l'entreprise est un peu encombrée, il y a beaucoup de données, on ne sait pas vraiment pourquoi on les garde. Et donc, voilà, sur la durée de conservation, au bout de 7 ans, on peut se dire, bon, peut-être que c'est des données qui sont expirées, il faut les supprimer. Et c'est aussi quelque chose qui est encadré dans le cadre de la GDPR, il faut qu'il y ait une finalité par rapport à la conservation des données sensibles. Donc voilà pour la partie prévention. Sur la partie gestion, donc là, on va peut-être un peu plus agir finalement sur les données. Ici, on va s'intéresser à la mise en place des mécanismes de contrôle avec deux choses qu'on voit ici. La découverte automatique des labels qui seraient peut-être pas correctement positionnés. Donc là, en fait, à partir de la classification qu'on a déterminée sur les fichiers et à partir de nous, là, les labels associés. Donc en fait, c'est vraiment un travail qu'il faudra faire en amont de concert avec tous les métiers, toutes les entités concernées chez vous. En fait, savoir justement se poser la question, qu'est-ce qu'une donnée sensible, etc. Et qu'est-ce que j'associe avec quel label. D'accord? Donc ça, c'est un vrai travail de fond qu'il faut faire. C'est un travail itératif, c'est un travail qui évolue. Et de par la classification, après, vous pouvez challenger effectivement s'il y a des misconfigurations. Est-ce que vous avez des users qui ont mis les mauvais labels? Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir voir. Et corriger également. Donc ça, c'est aussi des options. Remettre les bons labels correspondants. En général, c'est dans un seul sens. C'est si vous avez des labels qui sont un petit peu trop laxistes, on va repositionner un label, le label correspondant. Donc là, je vous propose de balayer un petit peu les options de contrôle et de gestion. Le premier, c'est dans l'environnement M365 en particulier, vous avez la possibilité d'agir sur quels sont les paramètres par défaut au niveau des liens de collaboration. D'accord? Donc ça, c'est une option de contrôle aussi efficace pour éviter comme ça de laisser tout le monde partager en externe et a priori avec des liens anonymes sur Internet des données sensibles. D'accord? Donc c'est déjà une mesure de protection intéressante qui va pas être granulaire puisqu'on va pas s'intéresser vraiment au niveau des permissions sur la donnée, mais qui va déjà donner un cadre sur l'interdiction. Et c'est d'ailleurs une bonne pratique que je vous conseille. Il n'y a pas vraiment justification de laisser en fait des liens de collaboration publics. N'importe qui a le lien de collaboration peut télécharger en fait le fichier. Voilà, c'est pas forcément justifié dans les environnements, donc en général, on le désactive. La remédiation des partages. Donc là aussi, en fait, toujours sur les liens de collaboration, là c'est quelque chose qui est qu'on fait côté Varonis. On est capable de donner la visibilité. D'accord. Aujourd'hui, je suis pas certain que je parle à ceux qui ont des environnements M365 chez eux. Je suis pas certain que vous ayez une vue exhaustive de quels sont les liens de collaboration sur vos Teams, qui partage quoi en externe, est-ce que ces données sont sensibles. Donc là, c'est tout l'objet de ce qu'on est capable de faire avec justement des capacités de remédiation automatique sur certains critères. Est-ce que j'ai de la donnée confidentielle qui va être partagée? Je vais pouvoir remédier automatiquement, révoquer ces liens de collaboration. Donc encore une fois, c'est un moyen qui est efficace, qui ne va pas remplacer les mesures restrictives parce que une fois que je mets un lien de collaboration, il faut aussi que je puisse, on le verra juste après avec le DLP, agir au niveau de ma donnée elle-même. Je fais un petit spoil, notamment au niveau des chiffrements, etc. Mais voilà, donc c'est quand même une mesure assez efficace pour éviter d'exposer inutilement la donnée. Donc on arrive maintenant ici sur une étape clé, d'accord, qui, vous le voyez, arrive finalement assez en aval dans le processus. Souvent, on a envie de le mettre beaucoup plus tôt. C'est l'étiquetage, notamment donc le fait d'apposer le label sur la donnée. Donc en fait, ici, on peut le faire parce qu'on a déjà commencé par traiter les bonnes pratiques en amont. On a déjà fait le travail de savoir qu'est-ce qu'une donnée sensible selon ma classification. Donc là, on va pouvoir étiqueter, labelliser à grande échelle, traiter le legacy. Donc le legacy, c'est un petit peu tout l'historique qui finalement, en fait, n'est pas étiqueté manuellement par l'utilisateur et c'est même pas humainement faisable. Donc là, on va pouvoir voilà, mettre un label sur toutes ces données historiques, s'adapter aux modifications, à l'évolution des différents documents, corriger automatiquement les mauvais labels et donc fournir finalement ce qui va être le pivot dans vos stratégies DLP, le pivot qui permet de savoir comment se comporter par rapport à une donnée. Ensuite, on a quelque chose aussi que propose Microsoft qui s'appelle des barrières à l'information, information barrier. Et donc ça, c'est aussi quelque chose alors que personnellement, j'ai pas souvent vu utiliser. Ça permet, par exemple, de limiter certains départements, certaines entités à discuter entre elles. C'est des capacités aussi de Microsoft 365 qui permettent aussi peut-être de limiter l'échange d'informations entre peut-être les services RH, le service légal. Voilà, peut-être qu'il y a certaines entités qui ne doivent pas discuter sur certains sujets. Donc vous pouvez aussi agir sur ce paramètre qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est assez intéressant.
La partie accès conditionnel que propose aussi Microsoft, qui va se baser sur un certain nombre de critères, d'éléments. Ça va être par exemple, est-ce que je suis conforme au niveau du device, est-ce que j'ai de l'authentification forte, etc. Donc ils vont aussi être des bonnes mesures aussi, encore une fois, pour se prémunir un petit peu du partage, de l'exfiltration de données. Je vais quand même demander patte blanche avec un certain nombre de vérifications en amont. Et les identités externes, donc là aussi, en fait, dans votre système d'information, quand vous partagez en externe, vous avez des identités guest qui vont se créer dans votre annuaire. Et il y a aussi la capacité dans Microsoft de pouvoir gérer et de pouvoir avoir un certain niveau de contrôle sur ces identités externes et peut-être aussi limiter certains domaines. C'est des choses qu'on peut aussi faire par ailleurs, vérifier dans les outils de Varonis. Mais voilà, peut-être qu'il n'y a aucune justification pour que, par exemple, Gmail soit un domaine avec lequel vous ayez des échanges de données. Il y a souvent des liens de collaboration avec des emails personnels, etc. Voilà, on trouve souvent ça un petit peu dans le top 3, dans le top 5. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément justifié. Donc ici, on peut directement bloquer en fait ces domaines. Donc voilà au niveau de la gestion. Et donc ça nous amène à la partie réaction. Donc maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir passer un petit peu à l'offensif et finalement, une fois que j'ai mis toutes ces options de contrôle en place, vraiment bloquer. Donc vraiment maintenant appuyer sur le bouton pour réellement bloquer et détecter ce qui se passe de manière efficace. Et donc quand on dit agir sur les données, ça va être notamment quelques exemples qu'on voit ici, bloquer des choses comme interdiction d'imprimer le document, interdiction de le partager en externe, chiffrement de la donnée, etc. Donc c'est vraiment là qu'on va appliquer à ce stade réellement les mesures de protection. C'est important de ne pas le faire trop tôt, parce que si vous le faites trop tôt, vous prenez le risque, et dans une démarche un petit peu de conduite de changement ou qui va impacter les utilisateurs, vous prenez le risque finalement de vous mettre un petit peu l'utilisateur à dos. Donc c'est important, quand vous passez à cette phase, d'y aller vraiment étape par étape, avec vraiment le feedback de vos utilisateurs, et encore une fois en commençant vraiment par les données sensibles. Un peu, c'est la loi de Pareto du 80-20, commencer par vraiment les 20% les plus sensibles pour vraiment avoir quelque chose d'efficace. Donc là, ici, on a en gros deux options de contrôle qui semblent importantes. La détection des alertes des activités. Donc il faut savoir que côté Varonis, nous, parce qu'on a quelque part un focus sur les données, qu'on regarde l'activité, qu'on a la connaissance de la sensibilité des données et qu'on regarde aussi, qu'on cartographie les permissions, ça nous donne une posture et une position toute particulière pour détecter en fait des alertes. Notamment, on s'appuie beaucoup sur du machine learning, sur du comportemental, pour détecter un petit peu les comportements déviants, des choses très difficiles autrement à détecter et qui vont aussi pouvoir aider dans une démarche de protection, de prévention de la fuite de données. Donc là, il faut savoir que c'est une grosse activité chez nous, c'est un gros use case. On a même des équipes dans notre response team qui interviennent aussi à la fois pour vous aider là-dessus et pour faire des exercices de cyber-résilience qui permettent justement de s'assurer que les bons processus de détection sont en place, les bons processus de réaction sont en place, et ça peut aller jusqu'à de la remédiation automatique. D'accord ? Donc là, c'est important aussi, dans une démarche de fuite de données, c'est indispensable, j'ai envie de dire aussi, d'adosser la réflexion à ses capacités de détection, puisque c'est le nerf dans la guerre dans une démarche zéro trust. La menace peut venir de partout, donc la partie comportementale, elle permet, par exemple, si vous avez un compte de service qui a été usurpé, de voir que soudainement, cette personne ce compte va accéder à beaucoup de données inhabituelles, va peut-être se connecter à Internet alors que c'est pas dans ses habitudes. Donc on a des modèles assez poussés qui permettent de voir justement ces cas de figure. Et puis enfin, donc le DLP, donc là c'est vraiment là où l'outil DLP prend toute sa dimension. Ici, avec l'exemple de DLP de Microsoft, mais encore une fois, c'est pas la panacée, il y a d'autres solutions. Ici, c'est comment je m'appuie sur l'information pivot, le label, pour finalement mettre en place des mesures restrictives. Donc on en a quelques-unes ici, mais ça peut être, comme je disais tout à l'heure, le chiffrement, notamment pour tout ce qui est données vraiment hautement sensibles, l'interdiction de partager en externe, l'interdiction d'imprimer, par exemple, certains documents. Voilà, ça peut être pas mal de choses finalement et qui permettent vraiment de limiter les usages, mais à bon escient et en bonne connaissance de cause, parce que vous avez fait tout le travail en amont. Donc voilà au niveau de la démarche, j'espère que vous avez suivi. Les points à retenir, pour faire simple, donc encore une fois, nous ne sommes pas un outil de DLP, mais on pense qu'on peut vraiment en fait participer sur quelques options de contrôle pour sécuriser vos données dans votre démarche DLP.
Le projet de DLP n'est pas une solution simple à mettre en place. Comme vous le voyez, c'est vraiment quelque chose, une réflexion globale qui va vous demander quand même des interactions avec les différentes entités chez vous, les différents métiers. Donc voilà, il faut bien prendre la dimension que c'est un processus qui est quand même long, avec quelques quick wins, mais qui est quand même globalement quelque chose qu'il faut mûrir. Une classification précise, c'est le postulat de départ qui est extrêmement important parce que la précision, elle vous permettra d'éviter les frustrations côté utilisateur. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important dans le fondement de la DLP. Le partage contrôlé est une bonne chose. Hein. Dans les outils collaboratifs, c'est ce qui fait le succès des outils collaboratifs. Vous avez un partage qui est by design assez ouvert. N'hésitez pas quand même à revoir ces éléments-là. Et puis tenez les utilisateurs informés, adaptez, faites des itérations. Et puis enfin, bon, c'est un peu marketing, mais less is more. Restez quand même simple dans la démarche, dans le sens, n'allez pas trop loin dans la définition de, par exemple, différents labels qui pourraient être confus et qui pourraient un petit peu finalement rendre flou les différentes définitions et aller à l'encontre de ce que vous essayez de mettre en place. Donc restez quand même sur des choses simples, pas plus de 5 labels maximum et des notions qui sont bien expliquées, qui sont bien claires pour tout le monde. Donc j'ai à peu près tenu le timing, je pense. C'est même parfait, on a 5 minutes, voilà. Bon timing, merci Cyril. Pour des questions-réponses, mais écoutez, allons-y. Hein, si vous avez une question à poser à Cyril Alcover de Varonis, Season Engineer, donc chez Varonis, oui. Bonjour, vous avez parlé de relabellisation automatique. Le problème, c'est, par expérience, des utilisateurs, on utilise votre produit, on a fait on n'a pas fait de la relabellisation, mais juste vérifier le label qui avait été mis par les utilisateurs, ce qui nous génère un certain nombre de fichiers. Et en fait, quand les utilisateurs regardent, souvent ils ont bien labellisé et c'est plutôt un faux positif. Est-ce que vous avez parlé de machine learning? Est-ce que ce système permet d'apprendre sur ces faux positifs pour les réduire? Et est-ce que ce machine learning est disponible uniquement on-premise ou on-SaaS? D'accord. Alors, j'ai pas entendu la fin de la question, par contre. Est-ce que la partie machine learning est disponible sur les produits on-premise, donc ou uniquement sur une solution SaaS? D'accord, très bonne question. Alors effectivement, donc là, quand je disais c'est un processus long, effectivement, en fait, ça fait partie un petit peu du travail itératif qu'il faudra avoir. C'est pour ça qu'il faut commencer petit. Il faut commencer sur des données sensibles sur lesquelles on va quand même sur des populations a priori assez restreintes. Il y a différentes approches. Effectivement, le machine learning peut être une approche. L'inconvénient, je dirais, du machine learning, c'est qu'elle dépend aussi de la qualité des entrées, des inputs en fait que vous mettez dedans. Donc il y a quand même un certain effort à mettre en place au début et aussi dans le suivi. Donc c'est une approche, effectivement, ça peut être une méthode. Il faut être vigilant sur le côté un petit peu magique du machine learning. Il n'y a rien de magique, hein. Vous êtes déjà convaincu. Donc c'est pour ça qu'en fait, nous, l'approche, c'est plutôt de dire, on va s'appuyer sur une classification, et en fait, c'est la classification qui va devoir être la plus pertinente possible. Et donc, il y a un vrai travail itératif. On regarde, tiens, est-ce qu'il y a un faux positif? Qu'est-ce qui a fait que c'est un faux positif? On va agir dessus. On part pas de zéro. Il y a déjà des modèles qui sont déjà relativement bien rodés, notamment sur toute la partie réglementaire. On peut créer notamment aussi des classifications plus orientées métier, sur lesquelles là, il y a un vrai challenge parce que personne n'a le même métier. Donc, effectivement, il y aura ce travail. Je ne peux pas dire il y aura pas un travail, il y aura pas un investissement. Il y aura un travail. Et une fois que ce travail est fait, vous allez vraiment pouvoir en percevoir les bénéfices. Mais voilà, on est obligé de passer malheureusement par cette phase. Alors, sur le machine learning, aujourd'hui, nous, on est sur des solutions qui sont maintenant totalement en mode SaaS. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on va pouvoir apporter directement, nativement dans les solutions à terme. Bonjour, une question toute bête. Combien de temps prend en moyenne la mise en place d'une bonne DLP? Alors, pourquoi, excusez-moi, c'est assez bruyant. Pardon? Vous pouvez répéter la question? Ouais, je demande en fait combien de temps prend en moyenne la mise en place d'une DLP dans une entreprise moyenne? Alors, je dirais que c'est variable. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de votre organisation, ça dépend aussi de la définition des données sensibles que vous avez. Donc, c'est assez variable. Chez les clients grands comptes, ça peut prendre plusieurs années. Parce qu'effectivement, il faut concerter beaucoup d'entités, il faut un petit peu mettre tout le monde d'accord sur les notions de données sensibles. Donc,
je vais faire un peu une réponse de Normand. J'ai pas de réponse absolue. Ça va totalement dépendre de votre situation, de votre use case, de votre entreprise, de la taille de l'entreprise en général. C'est un critère qui peut être à la limite assez intéressant. Donc voilà. Mais processus long, ça va être entre quelques mois, voire plusieurs années. Après, effectivement, je module un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a quand même des quick wins, donc je ne veux pas être non plus trop pessimiste, trop noir sur le tableau. Dans ce qu'on a vu dans les options de contrôle, vous voyez qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on peut agir tout de suite. Donc effectivement, voilà, vous avez quand même de la valeur que vous allez pouvoir percevoir assez rapidement et d'autres qui vont prendre un peu plus de temps.